Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir un vieil ami, Greg, ici à Bucaramanga, en Colombie. Alors, Greg, ça fait peut-être 10 ans qu'on se connaît, non? À peu près, ouais, quelque chose comme ça, depuis la fac. Voilà, ça fait un petit bout. Et en fait, Greg, ça fait 14 mois que tu parcours l'Amérique du Sud en vélo, tout seul. Et c'est excellent parce que tu es aussi passé par la Colombie et Bucaramanga, où tu es resté quelques jours. Ouais, j'avais une bonne raison de venir. Voilà, et du coup, tu vas un peu nous parler de ce mode de voyage qui est le voyage en vélo et de ton voyage. Alors, la première question, est-ce que tu pourrais un peu nous résumer le parcours que tu as fait? Alors, géographiquement, je suis parti de Santiago du Chili et je suis allé rapidement à Valparaiso, après en Argentine à Mendoza et jusqu'à Buenos Aires, où je me suis arrêté pour un mois et demi pour apprendre l'espagnol. Et ensuite, j'ai continué en Uruguay en suivant la côte et jusqu'au Brésil, jusqu'à Florianopolis. Et ensuite, je suis revenu alors rapidement aux chutes d'Iguassou, ensuite le Paraguay. Après, j'ai fait un voyage en bus mais en Bolivie. Et j'ai repris le vélo en Bolivie où je suis redescendu jusqu'à Mendoza. Ça, c'était l'année dernière. Et cette année, je suis parti donc de Mendoza. J'ai fait la route des 7 lacs, qui est connue pour les cyclistes. Après, je sais pas, bon, peut-être pour les autres aussi. Et après, je suis descendu en gros jusqu'à Ushuaia. Mais en bus, et d'Ushuaia, je suis remonté en vélo jusqu'à Puerto Montt, à la fin de la Carretera Austral, au nord de la Carretera Austral. Et après, je suis allé en bus au Pérou, au début du Pérou, enfin à la fin du Chili, plutôt à Arica. Et là, j'ai fait quasiment que du vélo jusqu'à Bucaramanga, donc en passant à travers le Pérou, le côté montagneux andin et amazonien du Pérou, l'Équateur, et pour finir la Colombie, de Tumaco à Bucaramanga. Voilà, quand on s'est vu à Medellín, il était bien fatigué. Après pas mal de jours non-stop en vélo. Un gros enchaînement. Parce que là, dans les prochains jours, je rejoins mes parents au Venezuela pour arrêter un mois le vélo. Et donc, du coup, comme je rejoignais mes parents au Venezuela, j'avais une deadline et donc je devais un petit peu accélérer la manœuvre. Voilà. Ce que j'aime pas du tout faire, mais voilà. Et après, tu pars sur l'Amérique centrale. Et après, voilà. Et après, le projet, c'est quand mes parents s'en vont, je reprends le vélo un petit peu du nord de la Colombie, la côte Caraïbe. Et après, bateau jusqu'au Panama, et après, vélo jusqu'à une ville qui s'appelle Ciudad Obregón, dans laquelle j'ai des amis. Et donc, c'est quasiment à la frontière avec les États-Unis, au nord-ouest. Et ça sera la fin du voyage en vélo. D'accord. Un beau voyage. Un beau voyage. Et pourquoi avoir choisi ce mode de transport alors? Eh ben, bon, honnêtement... Alors, à Medellín, tu m'avais fait un beau discours sur le voyage en vélo, et je ne sais pas si tu te souviens, les avantages du voyage en vélo sur les avantages, mais alors pourquoi j'ai choisi le vélo, c'est différent des avantages. Après, parce qu'au début, je partais pas vraiment j'étais pas sûr de partir que faire du vélo. Au début, j'étais même... je m'étais dit un bout de cheval, un bout de canoë, un bout de vélo, un bout de marche à pied. Faire gaffe au cheval. Et c'est vrai, dans mon cas aussi. Et il se trouve que le vélo a un côté tellement pratique dans le voyage. Le cheval, c'est terrible pour passer les frontières. Le canoë, dangereux. Et ça peut être dangereux si on ne monte pas bien, ce qui est mon cas. Le canoë, c'est aussi... Pour organiser un voyage en canoë, c'est très compliqué. À pied, il y a certains lieux qui sont pas très folichons. Je pense à la Patagonie. Traverser la Patagonie à pied, c'est pas terrible. Et le vélo, il a une somme d'avantages qui permet d'allier le côté nature avec la rapidité de voyage, avec la facilité de traverser les frontières et de voyager, et de pouvoir parcourir un continent sans pour que ça se fasse dans une vie, je sais pas. Et surtout, c'est le plaisir des rencontres, les multiples rencontres que permet le voyage à vélo. Voilà, et ça c'est devenu, c'est devenu une dimension après. Donc j'ai commencé à voyager en vélo, et au début c'était plus un voyage orienté nature. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était pas forcément de rencontrer des gens, c'était plus de voir les paysages, quelque chose d'un voyage un peu classique. Et puis avec le temps, ça migre. C'est-à-dire que je suis de moins en moins intéressé par les grands paysages majestueux qu'offre ce continent, qui pourtant regorge de paysages magnifiques.
mais je suis de plus en plus intéressé, et ce déjà depuis de bons mois, par les gens. Et donc du coup maintenant mon voyage voilà, a définitivement une orientation beaucoup plus basée sur la rencontre, quoi. Et c'est génial, quoi. Et c'est vraiment jusqu'au point où tu me disais que ça t'emmerdait maintenant de prendre le bus, carrément. Ah oui, oui, de toute façon, j'ai jamais aimé beaucoup prendre le bus, pour une raison toute simple, c'est que la plupart du temps, il casse le vélo. Et en plus, voilà, parce que le bus, c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir s'arrêter, d'aller de ville en ville, alors que moi, j'évite généralement les villes, de ne pas pouvoir rencontrer les gens, et de ne pas vivre le paysage dans lequel on est. Quand on est en vélo, on traverse un paysage, donc on voit la lumière changer au fil des jours. Il y a une dimension qui est complètement différente que le voyage en bus. Surtout que la plupart du temps, quand on s'arrange pour voyager en bus, on s'arrange pour le faire de nuit, donc c'est hyper. Enfin, il n'y a plus aucun intérêt à voyager en bus, si ce n'est d'aimer les films américains. Parce que là, dans les bus sud-américains. Ça, c'est un autre voyage. Ouais. Un autre voyage. Et quels aspects en fait sont les plus difficiles dans un voyage en vélo? Enfin, quels aspects t'as eu qui étaient plus difficiles pour toi? Moi je voyage seul, donc la solitude est devenue un aspect difficile, et je pense que c'est pour ça que le voyage a naturellement migré vers quelque chose de plus social, parce que au bout de 10 mois à peu près, 10-11 mois, j'ai commencé à vraiment ressentir la solitude, et vraiment à rechercher le contact grâce à ça. Donc ça a été un des côtés les plus pesants, mais pas au départ. Au départ j'étais très content d'être seul, et en vélo on a l'avantage du coup de pouvoir avoir son rythme, etc. Il y a des avantages à être seul. Après, quelque chose d'un peu pesant, on est toujours en extérieur. Donc en vélo, on est toujours soumis aux conditions climatiques, à la pluie, au soleil, au vent, etc. Donc du coup, je vis dans une tente, etc. Et donc ça, c'est un petit côté auquel on s'habitue, mais avec quelquefois quand il fait froid, qu'il pleut, et ce sur une semaine, 15 jours, ça finit par être dur. Et mentalement, c'est dur physiquement, et mentalement, ça finit par peser. Et sinon, après, mais bon, c'est peu de temps, donc c'est pour ça que c'est. Après, le voyage en vélo a tellement un plaisir que c'est. Voilà. On en oublie les côtés négatifs. Voilà. Et puis la difficulté, même, du coup, met encore plus en perspective après les bons côtés. D'accord. Et paradoxalement, en plus, il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que généralement, quand on a des conditions météo pourries, c'est là où les gens deviennent les plus accueillants, généralement. C'est dans les moments les pires qu'on rencontre l'humanité la plus belle, quoi. Parce que les gens, quand ils voient un cycliste un peu en perdition, on finit très régulièrement devant un repas, devant un bon feu, à l'abri. Et au Chili, ça a été merveilleux. Enfin, au Chili notamment, parce qu'il faisait froid, il pleuvait, il tout le temps. Et c'était, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Depuis que tu es en Colombie, c'est pas mal, tu me disais aussi, les rencontres. Ouais, depuis le Pérou même. Depuis le Pérou, il y a quelque chose pour moi que je trouve qui a changé par rapport à l'Argentine et au Chili, c'est qu'il y a beaucoup plus de vie dans la rue. Et donc du coup, la rencontre avec les gens est encore plus facile, plus directe, beaucoup plus naturelle. Il y a moins de chichi, il n'y a pas de... Voilà, ça se fait. Et en Colombie particulièrement, je me fais inviter très régulièrement en pension complète chez des gens. Et sans aucune arrière-pensée, c'est complètement naturel chez eux. Et du coup, voyager en Colombie en vélo, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Un peu comme le Pérou. Le Pérou, j'ai beaucoup aimé aussi. L'Équateur aussi. Vraiment, tous ces trois pays-là ont été vraiment agréables pour le côté rencontre. Alors, une question plus pragmatique, combien t'a coûté le voyage depuis le début? Depuis 14 mois. Alors, depuis 14 mois, il m'a coûté cher. Il doit me rester à peu près 2200 € là sur mon compte, et je suis parti avec 11 000 en ayant payé le billet et le matériel. Donc j'avais 11 000 pour vivre. Voilà. Donc il m'a coûté jusqu'à maintenant, donc les 14 premiers mois, 11 000 moins 2500. C'est pas tant que ça, c'est quand même 14 mois. Sachant que l'Amérique du Sud c'est un petit peu plus cher que l'Asie, c'est quand même 14 mois. Ouais. Je sais pas, j'ai pas de moyen de comparaison, ni avec d'autres cyclotouristes, ni même d'autres expériences de voyage que j'ai fait. C'est mon premier grand voyage à vélo. Ce que je sais, c'est que ce qui m'a coûté aussi très cher, ça a été deux choses.
Ça a été mon arrêt à Buenos Aires, parce que je tenais à apprendre l'espagnol pour rencontrer les gens et pour pouvoir parler et pas être un gringo de base. Et donc les cours de langue, la vie à Buenos Aires, le loyer, etc. Du coup, c'est un mois et demi qui m'a coûté très cher. Et après, j'ai aussi fait un peu de montagne, notamment l'ascension de la Concagua. Et l'ascension de la Concagua est aussi quelque chose qui m'a coûté très cher, aussi de l'ordre de 1000 euros pour la faire. À elle toute seule, et la vie à Buenos Aires pendant un mois et demi, oui, a dû me coûter quasi 2000 euros à elle toute seule aussi. Alors pour élément de comparaison, j'avais fait un article, une interview de Romain qui était parti un an en vélo en Asie. Il me disait qu'il avait dépensé 4000 euros. Donc il est parti moins longtemps, mais sachant que l'Asie c'est 2 fois moins cher, comme quoi c'est à peu près, on s'y retrouve. Quoi. Après, pour être pragmatique, après avec un petit peu d'expérience, en Amérique du Sud, avec 300 euros, on peut voyager à vélo. 300 euros par mois. Dans certains pays, ça va être un peu juste, mais ça reste faisable dans quasi tous les pays. Après 400 euros, voilà, ça commence à être assez confortable, c'est-à-dire qu'on peut se payer plus de restos, plus d'hôtels, ou de camping, ou plus d'entrées de parc, etc. Et 500 euros, je considère que ça serait par mois, ce serait vraiment confortable. Enfin, avec de la manière dont je voyage. Après, chaque cyclotouriste a son style. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est un mode de voyage qui doit être très enrichissant, sans doute plus que certains, qu'un voyage traditionnel. Enfin, toi, tu as fait un peu les deux de toute manière, donc tu peux un peu comparer, finalement. Tu as voyagé plus traditionnellement avant. Oui, puis même durant ce voyage-là, par exemple, la Bolivie, je l'ai faite en bus. Ouais. Et là, au Venezuela, je vais aussi voyager en bus, donc de manière plus traditionnelle. Après, disons que ça dépend déjà beaucoup de la mentalité du voyageur. Parce qu'on peut voyager en bus et puis rencontrer des gens et arriver à sortir un petit peu des sentiers traditionnels. Mais voilà, c'est plus l'avantage de la bicyclette, c'est que naturellement ça se passe comme ça. On n'a pas besoin de rechercher la rencontre avec les gens, on vit dans la rue avec eux, de toute façon on passe à côté des marchands, à côté des maisons, on se fait saluer tout le temps, le contact avec les gens sont tous les jours, tout le temps. Je salue, moi j'ai pris l'habitude depuis que je voyage j'ai voyagé avec Fabian, mon ami argentin, lui il salue tout le temps, il salue toutes les voitures. Et du coup j'ai pris cette habitude avec lui, et donc voilà, maintenant je salue environ 300 fois par jour ou 400 fois par jour les routiers qui me klaxonnent, les voitures, les passants, les gens, voilà, donc c'est effectivement, voilà, pour ça c'est riche facilement le voyage en vélo. Alors qu'en bus ça peut être riche, mais il faut que le voyageur soit vraiment ait envie d'aller vers les gens pour les rencontrer. Sinon, ça doit un peu s'approcher d'un voyage en moto que j'ai fait, sauf que là c'est encore plus lent, le rythme est encore plus lent, les rencontres plus nombreuses. Ouais, effectivement, ou le voyage à pied. Le voyage en pied, ouais. Le voyage à pied, qui est aussi, pour moi, une des formes les plus pures du voyage. Bon, si jamais vous ne recevez pas trop de nouvelles sur le blog, s'il est plus trop actualisé, vous saurez que j'ai craqué et que j'ai enfourché un vélo. Je te le souhaite. Mais parce que c'est un mode de transport qui, moi personnellement, qui m'attire en tout cas. Bon, un dernier mot. Voyager. Si c'est juste un dernier mot, ça sera celui-là. Ouais, le plus important. Le plus important. Le plus important, c'est de se faire plaisir. En tout cas, bonne fin de route. Merci. Puis, on va se recroiser en Amérique centrale. On va se recroiser, peut-être faire un peu de plongée, histoire de se reposer les jambes. Voilà. Bon, à bientôt tout le monde. Ciao. Au revoir.